En 2002, alors que le vieil opposant socialiste Laurent Gbagbo est au pouvoir depuis moins de 2 ans, une rébellion armée éclate en partant du Burkina Faso voisin. La France coupe le pays en deux, parraine des négociations difficiles, en penchant toujours du côté de leur allié et inspirateur Alassane Ouattara, ancien directeur général adjoint du FMI. En novembre 2004, Laurent Gbagbo, l'image est mauvaise, en fait, on voit Guillaume Soro, mais Laurent Gbagbo, c'est pas lui. Laurent Gbagbo lance une opération aérienne pour conquérir le nord de son pays. Les rebelles sont en déroute. Et puis, paf, après 2 jours de frappe, un avion de guerre ivoirien frappe une base de l'armée française, pourtant signalée comme telle. Bilan: 9 soldats français et un civil américain sont tués. Le président d'époque, Jacques Chirac, tient Gbagbo pour responsable de cette tuerie. En représailles, l'armée française détruit l'ensemble de la petite flotte aérienne de l'armée ivoirienne. On est à 2 doigts de la guerre entre les 2 pays. Mais dans l'ombre, dans un cynisme absolu, les plus hautes autorités de l'État français sabotent l'enquête qui doit mener jusqu'aux assassins de leurs soldats. Les accusations sont très très lourdes dans ce que tu nous dis, Théo. Oui, tout à fait, mais j'ai pu consulter de larges extraits du dossier d'instruction et quand on met bout à bout, certains faits, ils sont tout simplement incroyables. Dès le 6 novembre, jour du bombardement, les gendarmes français à Bouaké, qui sont présents, ils veulent lancer l'enquête de crimes flagrants. Mais ils ont besoin du téléphone satellitaire des militaires pour avoir l'autorisation de Paris et lancer leur enquête. Les militaires refusent, catégoriquement. Les militaires interdisent également aux gendarmes de recueillir les éléments de preuve sur place. Les corps des victimes ne sont pas autopsiés, en violation parfaite de la loi, ça tombe bien, l'enquête n'est pas encore ouverte. Plus grave, au plus haut niveau de l'État français, on s'arrange pour sauver la mise à ceux qui sont manifestement les auteurs du bombardement. Il s'agit des pilotes qui ont lâché des bombes sur des soldats français. Ce sont des mercenaires biélorusses, recrutés par le pouvoir ivoirien de l'époque, par l'intermédiaire de Robert Montoya, un ancien gendarme français qui a travaillé avec François Mitterrand. Ce qui est bizarre, et qu'à plusieurs reprises, les autorités françaises se gardent d'arrêter ces pilotes biélorusses. Après le bombardement de Bouaké, ils atterrissent à Yamoussoukro, tranquillement, à l'aéroport de Yamoussoukro, tenus par des militaires français qui les laissent filer. Alors, les Biélorusses prennent la route, ils traversent le Ghana, ils arrivent à la frontière avec le Togo, ils sont arrêtés par les autorités togolaises, qui propose aux Français de les leur remettre. Les représentants de la France au Togo reçoivent des instructions claires, ne pas s'occuper de cette affaire, ne pas s'en mêler. Du coup, les Togolais, ils savent pas quoi faire, ils comprennent pas trop bien. Ils libèrent les mercenaires biélorusses qui s'en vont vers le sud, au Bénin. Ils s'y font refouler et à un moment donné, ils repartent finalement en Russie en passant par le Ghana. Si on en croit en tout cas une note de la DGSE, c'est cet épisode togolais qui motive principalement l'initiative de la juge Kéris qui veut, je le rappelle, conduire 3 anciens ministres devant la Cour de justice de la République. Ces ministres, en tout cas les administrations qu'ils dirigeaient, ont permis aux Biélorusses de se soustraire à une arrestation, ce qui est a priori puni par le code pénal d'emprisonnement ferme d'ailleurs. Les chars français autour de l'État d'Ivoire, ça a été une crise dans la crise. Et je vais vous donner ma version des faits. Après donc Bouaké, où il y a eu des morts français, et donc la destruction de nos aéronefs militaires, beaucoup d'Ivoiriens sont descendus dans la rue pour protester contre la France. C'était samedi. Nous avons géré ça jusqu'à dimanche. Et dimanche, quand j'ai vu qu'on pouvait y aller, et le ministre Barnier là, a montré de bons signes d'encouragement du côté français, quand j'ai vu le texte qu'il avait produit, nous avons produit un autre texte pour lui répondre, texte que j'ai repris en grande partie dans le discours d'apaisement que j'ai fait dimanche soir. Donc je suis donc passé à la télévision où j'ai fait un discours d'apaisement. Ce discours de dimanche marquait la fin de la première phase de la crise, ce qu'on peut appeler la crise des Sukhoi. Hein. Ce discours-là marquait la fin de la crise des Sukhoi. Ce même dimanche, au moment où les gens quittaient donc la rue parce que le calme était revenu, aux environs d'1 h du matin, les amis qui étaient venus me voir et avec qui j'avais dîné ce jour-là, ils n'ont pas pu sortir de chez moi. J'étais en train de sortir, ils ont trouvé 35 chars de combat devant ma porte.
35 chars français. 35. C'est là le début de la deuxième crise qui va culminer le lendemain à l'hôtel Ivoire. Alors évidemment, les Ivoiriens se sont appelés au téléphone partout. On dit que les soldats français sont venus enlever Gbagbo, tirer sur Gbagbo. Et la rue s'est remplie de nouveau. C'était la crise des chars. Avons-nous dormi ce jour-là? Je ne sais pas. Mais le lendemain, il y avait 120 chars. Ils sont partis d'ici. Mais le lendemain, il y avait 120 chars autour de l'hôtel Ivoire. Je vous signale que l'hôtel Ivoire est à peu près 500 mètres ou 400 mètres de mon domicile. Donc pour les Ivoiriens, ces chars ont tenté de m'enlever dimanche nuit et n'ayant pas pu, à cause de l'afflux des manifestants, ces chars se sont retrouvés autour de l'hôtel Ivoire. Donc les Ivoiriens sont descendus de nouveau dans la rue. On est fatigué, nous sommes tous fatigués. On est fatigué, libérez notre pays. On est fatigué, nous sommes tous fatigués. On est fatigué, libérez notre pays. Akiyanya wajera o, kata kama mwenede, beye kanya oyera o, kata kama mwenede.